Le café était presque froid lorsque je sentis ses lèvres effleurer mon front pour la première fois. C'était une de ces matinées grises d'Amsterdam, où le monde semble suspendu entre le sommeil et l'éveil. Et Lucas était là, debout près de mon lit, avec ses sourires timides qui me faisaient remettre en question tous ces que je pensais savoir sur moi-même. « Tu as encore mal dormi ?» murmura-t-il, et je pouvais sentir la chaleur de son souffle contre ma peau. Ses doigts glissèrent doucement dans mes cheveux grisonnants, un geste si naturel qu'il semblait que nous faisions cela depuis des années, et non pas seulement quelques mois depuis cette nuit fatidique à l'hôpital. Je fermai les yeux et me permis de ressentir quelque chose que j'avais oublié comment faire au cours des 15 dernières années de ma vie. Son toucher était comme une ancre au milieu de la tempête constante qui agitait mon esprit de chirurgien, toujours à calculer les risques, toujours prêt pour le pire. Mais avec Lucas, pour la première fois depuis des décennies, je me permettais simplement d'exister. Stéphane, sa voix était un murmure empreint d'une tendresse qui me surprenait encore. Regarde-moi. J'ouvris les yeux et rencontrai ces yeux marrons qui m'hypnotisaient depuis la première fois que je les avais vus dans la salle d'opération. Il y avait quelque chose en eux qui me donnait envie de le protéger de tout, y compris de moi-même. Lucas se pencha, et ses lèvres trouvèrent les miennes avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du sentiment qui grandissait entre nous chaque jour. Le baiser fut long, mesuré, rempli de promesses tacites. Ses mains encadrèrent mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux et de fragile, et pendant un instant, j'oubliais complètement que j'étais le docteur Stéphane, le chirurgien froid et calculateur. J'étais juste un homme de 42 ans découvrant qu'il était encore capable de tomber amoureux. Quand nous nous séparâmes, il posa son front contre le mien et sourit. « Maintenant, tu peux commencer la journée, » dit-il, et je savais qu'il avait raison, parce que tous mes jours, désormais, commenceraient et se termineraient avec lui. Je m'appelle Stéphane Van der Berg, et pendant 15 ans j'ai cru que j'avais choisi la solitude. En réalité, c'est elle qui m'avait choisi en premier. Cette nuit de mars, alors que je parcourais les couloirs stériles du VU Medical Center, je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de basculer. L'hôpital était plongé dans ces silences particuliers de l'aube, pas un silence total, mais ces bourdonnements constants des machines qui maintiennent les gens en vie, les pas précipités des infirmiers dans le couloir et le bip occasionnel d'un moniteur. Je venais de sortir d'une chirurgie d'urgence qui avait duré 7 heures, un accident de voiture sur l'I2, une famille entière. J'avais sauvé le père, la mère était dans un état critique mais stable. La fille, eh bien, tous les dénouements ne sont pas heureux en médecine. À 42 ans, j'avais appris à porter CUS pertes comme des pierres dans ma poche lourde, mais nécessaires pour me garder ancré. Je me dirigeais vers mon bureau pour mettre à jour les dossiers quand j'entendis la sirène, puis une autre, et encore une autre. À Amsterdam, les sirènes à l'aube signifient généralement des problèmes dans le centre historique, des touristes ivres, des bagarres dans des coffee shops, parfois quelque chose de plus sérieux. Mais 3 ambulances d'affilée, c'était inhabituel. Dr Van der Berg, la voix de Martina, l'infirmière en chef des urgences, résonna dans l'interphone. « On a besoin de vous en salle de trauma 1. Tout de suite. » Son ton m'en dit assez. Je lâchai les dossiers et courus. Quand j'arrivai en salle d'urgence, le chaos contrôlé typique des hôpitaux était en plein essor. 2 ambulanciers transféraient un homme de la civière à la table d'examen, tandis qu'une infirmière criait les constantes vitales et une autre préparait l'équipement. Mais ce fut le visage du patient qui me fit m'arrêter une fraction de seconde. Même inconscient, même avec du sang séché dans ses cheveux châtain clair et une coupure sur le front, il était extraordinairement beau. Pas une beauté évidente ou tape à l'œil, mais il y avait quelque chose dans ses traits qui attira immédiatement mon attention. Des sourcils bien dessinés, des lèvres pleines légèrement entr'ouvertes, la ligne délicate de la mâchoire. Il semblait jeune, peut-être à la fin de la vingtaine. « Qu'est-ce qu'on a ici ?» demandai-je, forçant mon esprit médical à prendre le contrôle. « Homme environ 28 ans, rapporta Jean, l'un des ambulanciers vétérans, trouvé inconscient à côté d'une voiture renversée sur la Étienne. Pas d'identification, pas de portefeuille, rien. La voiture était enregistrée au nom d'une entreprise de location. Blessure visible, contusion à la tête, possible commotion cérébrale, coupures superficielles au bras droit, tension artérielle basse mais stable, fréquence cardiaque un peu accélérée. Il était conscient dans l'ambulance pendant quelques minutes, mais il s'est évanoui à nouveau il y a environ 10 minutes. Je m'approchai de la table et commençai mon examen préalable. Ses mains attirèrent mon attention, des mains d'artiste, avec de longs doigts élégants, mais il y avait de la peinture séchée sous les ongles.
de la peinture bleue et blanche, comme s'il était en train de peindre quand quelque chose l'avait interrompu. Des signes de consommation de drogue ou d'alcool? Demandai-je en vérifiant ses pupilles avec une petite lampe. Négatif pour l'alcool. On attend encore les résultats toxicologiques, répondit Martina. C'est alors qu'il ouvrit les yeux. Pendant un instant, le monde entier s'arrêta. Ses yeux étaient marrons, mais pas un marron ordinaire. Ils étaient dorés près du centre, s'assombrissant vers les bords, comme du miel chauffé au soleil. Et il me regardait directement avec une expression de confusion et de confiance, comme s'il savait, même sans me connaître, qu'il était en sécurité. « Salut » dit-il, et sa voix était rauque mais douce. « Où suis-je »« Vous êtes à l'hôpital VU à Amsterdam » répondis-je, gardant un ton professionnel mais doux. « Je m'appelle Dr Stefan van der Berg. Vous avez eu un accident? Vous souvenez-vous de votre nom » Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de rassembler les fragments d'un souvenir perdu. « Lucas » dit-il enfin. « Je m'appelle Lucas. Lucas comment? Nom de famille » Une ombre passa sur son visage. Je ne me souviens pas. Désolé, je sais que ça semble bizarre, mais tout est un peu flou. L'amnésie post-traumatique n'était pas rare, surtout avec des blessures à la tête. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui me fit me demander si c'était tout. Ce n'est pas grave, Lucas. Ne vous forcez pas. La mémoire revient généralement peu à peu après des accidents comme celui-ci. Ressentez-vous une douleur? Un peu à la tête. Et mon bras droit est un peu engourdi. Je passai la demi-heure suivante à effectuer un examen complet. Test neurologique de base, vérification des réflexes, questions sur l'orientation temporelle et spatiale. Lucas était visiblement confus à propos de beaucoup de choses, mais SOS et réponses aux questions de base étaient correctes. Il savait que nous étions aux Pays-Bas, que c'était mars, qu'il était peintre. « Donc, vous êtes artiste » demandai-je en examinant la coupure sur son front. « Oui » répondit-il, et pour la première fois depuis qu'il s'était réveillé, je vis un sourire sincère traverser son visage. Ou du moins, je pense que je le suis. C'est l'une des rares choses dont je suis sûr. Il y avait quelque chose de contagieux dans ces sourires. Je me surpris à sourire en retour. Ces qui étaient extrêmement inhabituels pour moi pendant une consultation médicale. Habituellement, je maintenais une distance professionnelle stricte avec mes patients, mais il y avait quelque chose chez Lucas qui rendait cela difficile. Nous allons faire des examens plus approfondis, expliquai-je. Un scanner pour vérifier s'il y a des dommages neurologiques que nous ne voyons pas, quelques analyses de sang. Vous resterez probablement ici au moins 24 heures pour observation. Docteur, sa voix avait une qualité hésitante. Je sais que ça va sembler étrange, mais pourriez-vous rester ici encore quelques minutes? Je sais que vous devez avoir d'autres patients, mais je me sens plus calme quand vous êtes là. Ces mots firent quelque chose d'étrange en moi. Pendant 15 ans de carrière médicale, j'avais appris à garder une distance émotionnelle. C'était plus facile de prendre des décisions difficiles, plus facile de gérer les pertes, plus facile de fonctionner en tant que chirurgien que je devais être. Mais il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de Lucas, dans la façon dont ses yeux se fixaient sur les miens, qui fit s'effondrer complètement mes défenses habituelles. Bien sûr, m'entendis-je dire, je peux rester encore quelques minutes. Je tirai une chaise et m'assis à côté de la civière. Parlez-moi de votre peinture. Vous souvenez-vous de ces que vous peigniez avant l'accident? Ses yeux s'illuminèrent. C'était un paysage. Les canaux près du Jordan, vous savez, cette lumière dorée qui apparaît parfois en fin d'après-midi, quand le soleil est bas et se reflète sur l'eau. J'essayais de capturer ces sentiments de chez soi, vous savez, comme si toute la ville était une étreinte chaleureuse. La manière dont il décrivit Amsterdam me toucha profondément. Je vivais dans cette ville depuis plus de 15 ans, mais il y avait longtemps que j'avais cessé de remarquer sa beauté. Pour moi, Amsterdam était devenu une simple série de trajets entre l'hôpital, mon appartement vide et occasionnellement le supermarché. Mais à travers les yeux de Lucas, je pouvais presque voir la ville qu'il décrivait vivante, dorée, accueillante. « Vous vivez ici depuis longtemps » demandai-je. « Je crois que oui. Je veux dire, je me sens chez moi ici. Je connais les rues, les odeurs, les sons, mais les détails, les gens dans ma vie, où je vis exactement, tout ça est vide. » Sa main bougea nerveusement sur le drap de l'hôpital, et sans réfléchir, je tendis la mienne et la couvris doucement. Le contact fut comme une petite décharge électrique, pas désagréable, juste, significative d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. « Tout ira bien, dis-je, et pour la première fois depuis des années, je croyais vraiment ces mots en les disant à un patient. La mémoire reviendra, et même si ça prend du temps, vous n'êtes pas seul dans tout ça.
Lucas regarda nos mains entrelacées, puis mon visage. Merci, docteur Stéphane. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en vous. À cet instant, assis dans cette salle d'hôpital stérile, tenant la main d'un homme que je venais de rencontrer, je sus que ma vie avait changé de manière irréversible. Je ne savais pas encore que cela signifiait. Je ne savais pas où cela nous mènerait, mais je savais que je ne pouvais pas simplement le traiter comme un patient de plus et passer à autre chose. Je restais avec Lucas jusqu'à que les infirmiers arrivent pour l'emmener passer les examens. Même après qu'il fût sorti de la salle, je restais assis sur cette chaise pendant quelques minutes de plus, essayant de comprendre qui s'était passé. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une maison fermée depuis des années. Quand je retournais enfin à mon bureau, il était presque 6 heures du matin. Amsterdam s'éveillait dehors. Je pouvais entendre le bruit lointain de la circulation matinale, les vélos passant dans la rue, la vie normale de la ville qui continuait. Mais en moi, tout avait changé. Je passais le reste de la matinée à essayer de me concentrer sur d'autres tâches médicales, mais mes pensées revenaient sans cesse à Lucas. Comment se sentait-il? Les examens montreraient-ils quelque chose d'inquiétant? Quand pourrais-je le revoir? Il était midi quand Martina frappa à la porte de mon bureau. « Dr Vanderberg, les résultats des examens du patient Lucas sont arrivés. Et alors? Scanner normal, aucun signe de dommages neurologiques graves, analyse de sang normales aussi. On dirait qu'il a eu beaucoup de chance, juste une légère commotion cérébrale. Il peut être libéré demain s'il n'y a pas de complications. » Je ressentis un soulagement presque physique. Parfait. Comment va-t-il? Mieux. Le mal de tête a diminué. Mais Dr Vanderberg? Elle hésita. Quoi? Un homme est venu tout à l'heure pour demander après lui. Il a dit être... il a dit être l'ex-petit ami de Lucas. Il voulait le voir. Mais Lucas s'est beaucoup agité quand on en a parlé. Il a dit qu'il ne connaissait personne de non, et a demandé qu'on ne laisse pas cet homme s'approcher. Une vague de protection instinctive me submergea. À quoi ressemblait cet homme? A-t-il laissé des coordonnées? Grand, cheveux foncés, environ 35 ans. Il a dit s'appeler Eric. Il a laissé une carte, mais Lucas a insisté pour ne pas le voir. Il semblait vraiment perturbé par cette idée. Je pris la carte que Martina me tendit. Eric Vandenberg, graphiste. Une adresse au centre d'Amsterdam, un numéro de téléphone. Où est Lucas maintenant? Chambre 312. Il a demandé plusieurs fois si vous viendriez le voir aujourd'hui. Mon cœur fit un petit bond. J'y vais tout de suite. La chambre 312 était au 3e étage dans l'aile d'observation. Je frappai doucement à la porte avant d'entrer. Lucas était assis sur le lit, regardant par la fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur de l'hôpital. Il s'était douché, ses cheveux étaient propres et coiffés, et on lui avait donné des vêtements d'hôpital qui, d'une certaine manière, faisaient ressortir encore plus l'éclat doré de ses yeux. « Docteur Stéphane !» Son visage s'illumina quand il me vit entrer. « Tu es venu. Comment te sens-tu » demandai-je, vérifiant automatiquement le moniteur à côté du lit. Beaucoup mieux. Le mal de tête a presque disparu. Et, il hésita. J'ai retrouvé quelques souvenirs. Je m'assis sur la chaise à côté du lit. Quel genre de souvenirs? Mon appartement. Je vis à Prinsengracht, près de la maison d'Anne Frank. C'est un petit endroit, au 3e étage, avec une grande fenêtre qui donne sur le canal. Je peins là-bas. J'utilise cette lumière qui entre le matin. Ses yeux brillaient avec le souvenir. Et j'ai aussi retrouvé mon nom de famille, Lucas Hartmann. Sont d'excellentes nouvelles. Autre chose? Son expression s'assombrit. L'infirmière a dit qu'un homme est venu me chercher. Eric. Elle a dit qu'il prétendait être mon ex-petit ami. J'observais attentivement sa réaction. Tu te souviens de lui? Non. Lucas secoua la tête avec force. Et ça me fait peur, docteur. Parce que quand elle a dit non, j'ai ressenti de la peur. Pas un souvenir, mais une mauvaise sensation. Comme si mon corps se souvenait de quelque chose que mon esprit a oublié. L'inquiétude dans sa voix me donna encore plus envie de le protéger. Tu n'as pas à voir quelqu'un avec qui tu ne te sens pas à l'aise. On peut demander à la sécurité si nécessaire. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, répondis-je sans hésiter. Ma priorité est ta récupération et ton bien-être. Lucas m'étudia pendant un long moment. Puis-je te poser une question personnelle, docteur Stéphane? En général, je décourageais les questions personnelles de la part des patients, mais je me surpris à être curieux de qu'ils voulaient savoir. Vas-y. Es-tu marié? As-tu une famille? La question me prit par surprise. Non, je ne suis pas marié. Je n'ai pas de famille proche. Par choix? C'était une question indiscrète, mais il y avait quelque chose dans la manière sincère dont il l'avait posée qui me donna envie de répondre honnêtement.
Je pensais que oui. J'ai toujours dit que la médecine exigeait une dévotion totale, que je n'avais pas le temps pour des relations sérieuses. Mais dernièrement, je m'arrêtais, surpris par ma propre honnêteté. Dernièrement, je me demande si c'était vraiment un choix, ou si c'était de la peur. Lucas hocha lentement la tête. Je comprends. Parfois, il est plus facile d'être seul que de risquer d'être blessé, n'est-ce pas? Ces mots me frappèrent comme un gant. C'était exactement ce que j'avais fait pendant des années, mais je ne l'avais jamais admis à moi-même. Tu parles comme quelqu'un qui le comprend par expérience. Peut-être, dit-il doucement. Bien que je ne me souvienne pas des détails, j'ai le sentiment que l'amour n'a jamais été facile pour moi. Nous restâmes dans un silence confortable pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose entre nous, une connexion qui allait au-delà de la relation médecin-patient typique. C'était comme si nous reconnaissions quelque chose l'un dans l'autre, deux personnes qui avaient construit des murs autour de leur propre cœur. « Docteur Stéphane ?» dit Lucas finalement. « Puis-je te demander une autre faveur? De quoi as-tu besoin? Quand je sortirai demain, serait-il possible que tu m'accompagnes à mon appartement? Je sais que CE n'est pas un protocole médical normal, mais l'idée d'y aller seul, surtout en sachant que quelqu'un me cherche et que je ne me souviens pas de lui, ça me rend nerveux. Toute ma formation médicale criait que cela franchissait les limites professionnelles. Je ne devais pas m'impliquer dans la vie personnelle des patients de cette manière, mais en regardant Lucas, sa vulnérabilité dans ses yeux et l'espoir dans son expression, je découvris que les règles semblaient moins importantes que de m'assurer qu'il se sente en sécurité. « Oui, m'entendis-je dire, je peux faire ça. » Le sourire qu'il me donna était éclatant. « Merci. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier, Lucas. Je veux juste que tu ailles bien. » Et à cet instant, je réalisais vraiment que c'était vrai. Je voulais qu'il aille bien non seulement en tant que médecin, mais en tant que quelque chose de plus, quelque chose que je n'étais pas encore prêt à nommer. Je quittais l'hôpital CE soir-là avec une étrange sensation d'anticipation. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'être au lendemain pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le travail. En marchant dans les rues d'Amsterdam vers mon appartement, je remarquais des choses que je n'avais pas vues depuis des années. La façon dont les lumières se reflétaient sur les canaux, l'odeur des stroopwafels venant d'une boutique à proximité, les couples marchant main dans la main sur les ponts anciens. C'était comme si Lucas avait réveillé non seulement quelque chose en moi, mais ma capacité à voir la beauté dans le monde autour de moi. Et cela, pensais-je, en ouvrant la porte de mon appartement silencieux, n'était que le début. Astérisque. Si vous aimez cette histoire d'amour qui s'épanouit dans les canaux d'Amsterdam, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. J'ai hâte de partager avec vous ce qui se passe quand Stéphane et Lucas sortent ensemble dans les rues de la ville. La matinée suivante arriva avec une pluie fine typique d'Amsterdam, cette bruine persistante qui donne à la ville l'apparence d'une aquarelle. Je me réveillais plus tôt que d'habitude, qui était rare pour quelqu'un habitué aux horaires irréguliers de la médecine d'urgence. Mais mon esprit était resté agité toute la nuit, oscillant entre l'excitation de revoir Lucas et l'inquiétude de que nous découvririons dans son appartement. J'arrivais à l'hôpital à 8 heures du matin, 2 heures avant le début de mon service. Je ne pouvais pas m'avouer, même à moi-même, que j'étais impatient de le voir. Alors je me servis de l'excuse de vérifier d'autres patients d'abord. Mais quand je montais enfin au 3e étage, mon cœur battait d'une manière qui n'avait rien à voir avec les 2 étages d'escalier que j'avais gravis. Lucas était déjà habillé quand j'entrais dans la chambre 312. Il portait un jean sombre et un pull bleu marine qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Il avait un sourire nerveux, mais plein d'espoir. « Bonjour, Dr Stéphane. Tu es venu tôt aujourd'hui. Bonjour, Lucas. Comment as-tu passé la nuit? Mieux que prévu? J'ai rêvé de peintures des couleurs vibrantes, des pinceaux humides, l'odeur de la peinture à l'huile. Je pense que ma mémoire revient peu à peu. Je fis les vérifications médicales de routine tension artérielle normale, pupilles réagissant correctement, aucun signe de complications neurologiques. Il était cliniquement prêt à sortir. Tout indique que tu peux rentrer chez toi aujourd'hui, annonçai-je, signant les papiers de sortie. Mais je veux que tu sois attentif à tout symptôme, mal de tête intense, nausées, vertiges, confusion mentale. Si quelque chose comme ça arrive, reviens immédiatement à l'hôpital. Et tu viendras toujours avec moi à l'appartement? Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui me fit oublier complètement toutes mes réserves professionnelles. Oui, je viendrai. Mon service se termine à 2 heures de l'après-midi. Je peux venir te chercher ici et nous irons ensemble. Le sourire qu'il me donna aurait pu illuminer tout l'hôpital. À 2h15, je retrouvais Lucas dans la zone d'attente du hall principal.
Il observait les gens passer avec l'attention concentrée d'un artiste, et je me demandais combien de visages intéressants il avait mémorisés dans les dernières minutes pour les peindre plus tard. « Prêt ?» demandai-je. « Plus que prêt », répondit-il. Mais je remarquai que ses mains tremblèrent légèrement quand il prit le petit sac à dos que l'hôpital lui avait fourni avec ses effets personnels, les vêtements qu'il portait lors de l'accident, maintenant propres, et quelques pièces trouvées dans la poche de son pantalon. Nous sortîmes ensemble de l'hôpital dans l'après-midi gris d'Amsterdam. L'air était frais et humide, chargé de l'odeur caractéristique de la ville, un mélange d'eau des canaux, de café fraîchement torréfié et de quelque chose d'indéfinissable qui me faisait toujours penser à l'histoire et à la permanence. « Comment allons-nous là-bas » demandai-je. « On peut prendre le tram. Je crois que j'ai toujours utilisé les transports en commun. Je ne me souviens pas d'avoir une voiture. » Cela avait du sens étant donné que la voiture de l'accident était louée. Nous marchâmes jusqu'à l'arrêt de tram le plus proche, et pendant le trajet, je remarquai comment Lucas observait tout autour de lui avec intensité. C'était comme s'il voyait la ville pour la première fois, mais essayait aussi de se reconnecter avec elle. « Ce café là-bas », dit-il soudain, pointant du doigt un petit établissement au coin de la rue. « Café de Reiger. Je crois que j'y prenais parfois mon petit déjeuner. Tu veux t'y arrêter ?» Il secoua la tête. « Pas maintenant. D'abord, je veux voir ma maison. Je veux être sûr que c'est vraiment ma maison. » Le tram 13 nous emmena à travers le centre historique d'Amsterdam. Lucas resta silencieux pendant la majeure partie du trajet, mais je pouvais le voir absorber chaque détail qui passait par la fenêtre. Quand nous arrivâmes près de Prinsengracht, il devint visiblement plus tendu. « C'est ici » dit-il quand le tram s'arrêta. « Je reconnais cet arrêt. » Nous descendîmes et marchâmes quelques pâtés de maisons jusqu'à atteindre un immeuble étroit de 4 étages, typique de l'architecture hollandaise du XVIIe siècle. La façade était en briques rouges foncées, avec de hautes fenêtres étroites encadrées de blanc. Lucas s'arrêta devant l'immeuble et regarda vers le haut pendant un long moment. « 3e étage », murmura-t-il. « Fenêtre à droite. » Je pouvais voir la fenêtre qu'il mentionnait. Elle était plus grande que les autres, clairement conçue pour capter un maximum de lumière, parfaite pour un atelier d'artiste. « Tu as les clés ?» Lucas fouilla les poches de la veste qu'il portait à l'hôpital. « Non, elles étaient pas avec moi lors de l'accident. » Son expression devint inquiète. « Comment allons-nous entrer ? Essayons de parler aux propriétaires ou aux autres résidents. Quelqu'un doit avoir une clé de rechange. » Nous sonnâmes à l'appartement du rez-de-chaussée. Après quelques minutes, une femme âgée ouvrit la porte. Elle avait les cheveux gris attachés en un chignon serré et des yeux bleus perçants qui nous examinèrent avec curiosité et une pointe de suspicion. « Ja » dit-elle en néerlandais. « Désolé de vous déranger » commençai-je en anglais, supposant que CE serait plus facile pour Lucas de suivre. « Voici Lucas Hartmann. Il vit dans l'appartement 3B. Il a eu un accident et a perdu ses clés. » L'expression de la femme changea immédiatement. « Lucas, mon Dieu, où étais-tu? J'étais inquiète quand je n'ai pas vu de lumière dans ton appartement hier soir. »« Madame Van der Meer, » dit soudain Lucas, et je vis de la surprise sur son propre visage. « Je me souviens de vous. » Madame Van der Meer nous fit entrer dans le petit hall d'entrée. L'immeuble sentait le propre et l'histoire, avec cette odeur spécifique de bois ancien et de cire d'abeille. « Que t'est-il arrivé? Et qui est cet homme ?» demanda-t-elle, me regardant avec curiosité. « Je suis le docteur Stefan van der Berg, me présentai-je. Lucas a été à l'hôpital CES dernière 36 heures à cause d'un accident de voiture. Il se rétablit bien, mais il a perdu ses clés dans l'accident. Un accident, c'est terrible. Bien sûr, j'ai une clé de rechange. Lucas, tu as l'air pâle. Es-tu sûr d'être en état de monter tous CES escaliers? Je vais bien, merci. Je suis juste impatient de revoir ma maison. » Madame Van der Meer monta avec nous jusqu'au 3e étage, se déplaçant avec une agilité surprenante pour son âge. Elle déverrouilla la porte de l'appartement 3B et l'ouvrit, mais n'entra pas. « Je vous laisse vous installer, » dit-elle avec douceur. « Lucas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai au rez-de-chaussée. Et docteur, merci de prendre soin de notre Lucas. C'est un bon garçon. » Elle descendit les escaliers, nous laissant seuls sur le seuil de l'appartement de Lucas. L'appartement était petit mais rempli de lumière, exactement comme Lucas l'avait décrit. La première chose que je remarquai fut l'odeur, peinture à l'huile, térébenthine, et quelque chose de plus doux, peut-être de la lavande. Les murs étaient en blanc, mais presque entièrement couverts de tableaux, des dizaines, de toute taille. Lucas entra lentement, comme s'il explorait un lieu sacré. Ses yeux passaient d'une toile à l'autre, et je pouvais voir des émotions défiler sur son visage.
reconnaissance, surprise, parfois quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse. J'ai peint tout ça, dit-il, plus pour lui-même que pour moi. Et quel tableau c'était. Je ne suis pas expert en art, mais même moi, je pouvais voir que Lucas avait un véritable talent. La plupart représentaient des scènes d'Amsterdam, des canaux à différents moments de la journée, des vélos appuyés contre des ponts anciens, des reflets de lumière dorée sur l'eau, des gens marchant dans les rues pavées du Jordan. Mais il y avait aussi quelques peintures, plus abstraites, des explosions de couleurs qui semblaient capturer des émotions pures. « Ils sont incroyables, Lucas, » dis-je sincèrement. « Tu as un vrai don. » Il s'approcha d'une toile en particulier, une peinture d'un homme assis seul dans un café, regardant par la fenêtre avec une expression mélancolique. Il y avait quelque chose dans la posture de l'homme, dans la qualité de la lumière, qui était profondément émouvant. « Je me souviens d'avoir peint ceci, » dit-il doucement. Je pensais à la solitude, à comment on peut être au milieu d'une ville pleine de gens et se sentir complètement seul. Ces mots me touchèrent profondément. C'était exactement ces eux que j'avais ressentis pendant des années, bien que je n'ai jamais trouvé de mots aussi précis pour décrire cette sensation. « Tu te sentais souvent comme ça » demandai-je. « Je crois que oui. » Il s'éloigna de la peinture et continua d'explorer l'appartement. Mais, étrangement, je ne me sens pas comme ça maintenant. Même avec toute cette confusion de l'amnésie, je me sens connecté, surtout quand tu es là. Mon cœur fit ce drôle de mouvement à nouveau, et je dus me forcer à garder mon calme. C'est probablement naturel. J'étais là quand tu t'es réveillé, j'étais la première personne que tu as vue. Il est courant que les patients développent un lien avec leur médecin dans des situations traumatisantes. Lucas s'arrêta de marcher et se tourna pour me regarder directement. Est-ce que c'est juste ça? La question resta en suspens dans l'air entre nous. Je savais que je devrais donner une réponse professionnelle, expliquer le transfert émotionnel et les liens formés pendant un traumatisme. Mais en regardant ses yeux, toutes mes explications rationnelles semblaient inadéquates. Avant que je puisse répondre, Lucas se dirigea vers un petit bureau près de la fenêtre principale. Il y avait des papiers éparpillés dessus, des factures, quelques lettres. Il fouilla dans les tiroirs jusqu'à trouver un jeu de clés de rechange. « Au moins maintenant je peux entrer et sortir quand je veux », dit-il, levant les clés. Mais sa voix semblait distante, comme si son esprit était ailleurs. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Il y a quelque chose d'étrange ici. » Il pointa le bureau. Toutes ces lettres, ces factures, elles sont toutes anciennes. La plus récente date d'il y a 3 semaines. Comme si j'avais arrêté de vivre ma vie normale des semaines avant l'accident. Je m'approchai et examinai les papiers. Il avait raison. Des lettres de relance, des correspondances bancaires, même quelques cartes postales d'amis, tout datait d'au moins 3 semaines. Peut-être que tu as voyagé, ou que tu étais trop occupé pour t'occuper du courrier. Peut-être, dit-il, mais il n'avait pas l'air convaincu. Stéphane, puis-je te montrer quelque chose? Il me conduisit dans la petite chambre. Le lit était fait, mais il y avait quelque chose dans la pièce qui semblait temporaire, comme si quelqu'un y avait dormi, mais n'y avait pas vraiment vécu. « Regarde ça », dit Lucas, ouvrant l'armoire. La moitié gauche de l'armoire était pleine de vêtements jeans pull, quelques chemises plus formelles, mais la moitié droite était complètement vide, avec seulement quelques cintres vides qui se balançaient. « On dirait que quelqu'un a pris la moitié de mes vêtements, » dit-il. « Ou tu partageais l'espace avec quelqu'un d'autre, » complétai-je. Nous nous regardâmes, arrivant tous les deux à la même conclusion. L'appartement montrait des signes que Lucas ne vivait pas seul, du moins, pas jusqu'à il y a 3 semaines. « Eric », dit Lucas, prononçant le nom comme s'il s'agissait d'un mot amer. « Tu penses qu'il vivait vraiment ici avec moi? C'est possible. Ressens-tu quelque chose quand tu dis son nom? » Lucas ferma les yeux et resta silencieux un moment. « De la peur, » dit-il enfin, « de la tristesse et de la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je pense à ces noms, j'ai l'impression que, comme si quelqu'un avait brisé quelque chose en moi. Je ressentis une vague de protection si forte qu'elle me fit peur. J'avais envie d'envelopper Lucas dans mes bras et de lui promettre que je ne laisserais jamais personne lui faire du mal à nouveau. Mais à la place, je gardais ma voix calme et professionnelle. Les émotions peuvent revenir avant les souvenirs spécifiques. Ton corps se souvient de ces qu'il a ressentis, même si ton esprit ne se souvient pas des détails. Donc, tu penses qu'Eric et moi, qu'on avait une relation? Ça semble probable. Mais Lucas, c'est qui comptent maintenant, c'est que tu ressens. Tu n'as aucune obligation de voir cette personne ou d'essayer de reconstruire une relation qui t'a clairement fait du mal. Il hocha lentement la tête, mais je pouvais voir qu'il était perturbé. Nous retournâmes dans le salon principal, et Lucas s'assit sur le petit canapé près des fenêtres.
La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitres, créant des motifs dorés sur le plancher de bois. « Stéphane ?» dit-il. « Tu peux rester un peu plus? Je sais que tu dois avoir des choses à faire, mais... » « Je peux rester, » répondis-je sans hésiter. « En fait, pourquoi ne pas préparer quelque chose à manger? Je parie que tu n'as pas bien mangé aujourd'hui. » Son visage s'illumina. « Tu cuisines? Rien de très élaboré, mais je peux faire un repas correct. Où est la cuisine? » La cuisine était minuscule, typique des anciens appartements d'Amsterdam, mais elle était bien équipée et organisée. Je trouvais des ingrédients de base dans le frigo, des œufs, du fromage, quelques légumes. Je décidai de faire une omelette. Pendant que je cuisinais, Lucas s'assit sur un petit tabouret dans la cuisine et m'observa. Il y avait quelque chose d'intime dans la situation. Nous deux dans cet espace restreint, le son doux des aliments en train de cuire, la lumière dorée de la fin d'après-midi entrant par la fenêtre. « Tu fais ça souvent ?» demanda-t-il. « Prendre soin de tes patients après leur sortie ?»« Jamais, admis-je. Tu es une exception. Pourquoi ?» C'était une question que j'évitais de me poser depuis que j'avais rencontré Lucas. Pourquoi était-il différent? Pourquoi brisais-je toutes mes règles professionnelles pour quelqu'un que je connaissais depuis moins de 2 jours? Je ne suis pas sûr, dis-je honnêtement. Il y a quelque chose en toi qui me donne envie de m'assurer que tu vas bien, que tu es en sécurité, même sans vraiment me connaître. Je me tournais pour le regarder pendant que l'omelette cuisait. Parfois, tu connais l'essentiel d'une personne très rapidement, et ce que je vois en toi, c'est de la bonté, de la créativité, une vulnérabilité qui ne vient pas de la faiblesse, mais du courage, le courage de ressentir profondément. Lucas resta silencieux pendant un long moment. « Personne ne m'a jamais décrit comme ça avant, » dit-il enfin. « Comment t'a-t-on décrit avant? Je ne me souviens pas précisément, mais j'ai l'impression que quelqu'un m'a fait sentir que j'étais difficile à aimer. Trop sensible, trop compliqué. » La tristesse dans sa voix me fit arrêter complètement que je faisais. « Lucas, regarde-moi. » Il leva les yeux. « Toute personne qui t'a fait sentir ça avait tort. Complètement tort. La sensibilité n'est pas une faiblesse. La profondeur émotionnelle n'est pas une complication inutile. CE sont des dons, et quiconque n'a pas pu voir cela ne te méritait pas. » Des larmes se formèrent dans ses yeux. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que pendant les 15 dernières années, je me suis protégé de ressentir quoi que CE soit profondément. Et ces 2 derniers jours, tu m'as rappelé que vivre, c'est être ouvert aux connexions, même quand elles nous font peur. Pendant un moment, nous nous contentâmes de nous regarder. Il y avait quelque chose dans l'air entre nous, une tension électrique qui n'avait rien à voir avec la médecine ou les soins professionnels. C'était une pure attraction, oui, mais plus que cela, c'était une reconnaissance, comme si 2 personnes perdues avaient enfin trouvé quelque chose de familier. L'odeur de nourriture brûlée nous ramena à la réalité. Je me tournai rapidement pour sauver l'omelette et nous rîmes tous les deux nerveusement. « Eh bien, au moins je ne suis pas chef professionnel », plaisantai-je, servant l'omelette légèrement carbonisée dans 2 assiettes. Nous mangeâmes dans le petit coin repas près de la fenêtre, discutant de choses simples, la vie à Amsterdam, les différences entre la médecine et l'art, nos observations sur la nature humaine. C'était surprenant comme il était facile de parler avec Lucas. Il n'y avait pas besoin de combler les silences ou d'impressionner l'autre. C'était confortable. Quand nous eûmes fini de manger, le soleil se couchait, projetant une lumière dorée à travers les hautes fenêtres. Lucas remarqua la qualité de la lumière et se leva soudainement. « C'est cette lumière, » dit-il, excité. « C'est exactement la lumière que j'essayais de capturer dans la peinture que je faisais avant l'accident. » Il se dirigea rapidement vers un chevalet près de la fenêtre principale. Il y avait une toile à moitié terminée, une vue des canaux d'en haut, avec la lumière de la fin d'après-midi se reflétant sur l'eau. C'était magnifique, mais clairement inachevé. « Je peux... » commença-t-il, regardant les pinceaux. « Bien sûr, c'est ta maison, ton art. » J'observais pendant que Lucas prenait quelques tubes de peinture et un pinceau moyen. Ce mouvement était fluide, instinctif. C'était comme regarder quelqu'un parler sa langue maternelle après des années de silence forcé. Chaque coup de pinceau était précis, intentionnel mais aussi émotionnel. « La lumière change », murmura-t-il en travaillant, ajoutant des tons dorés et ambrés à l'eau peinte. « Je dois la capturer maintenant, sinon elle va disparaître. » Je restai complètement silencieux, ne voulant pas l'interrompre. Il y avait quelque chose de presque sacré à regarder un artiste travailler, surtout un artiste redécouvrant sa propre capacité. Les couches de peinture que Lucas ajoutait donnaient vie à la toile d'une manière presque magique. L'eau peinte semblait vraiment bouger, la lumière semblait vraiment danser.
Après environ 45 minutes, il posa enfin le pinceau et recula. « Fini, dit-il, et il y avait une pure satisfaction dans sa voix. Ce n'est pas parfait, mais c'est comme je me sentais à ce moment-là. Je regardais la peinture terminée et restais sans voix pendant un instant. C'était magnifique, mais plus que cela, c'était émotionnel. On pouvait sentir l'amour de l'artiste pour la ville, sa capacité à trouver de la beauté dans les choses quotidiennes, son talent pour transformer un moment fugace en quelque chose de permanent et significatif. « Lucas, dis-je enfin, c'est extraordinaire. » Il se tourna vers moi avec un sourire qui rayonnait de joie pure. « Je peux le faire, même avec toute cette confusion dans ma tête, je peux encore le faire. » Sans réfléchir, je fis 2 pas vers lui. Nous étions très proches maintenant, assez proches pour que je puisse voir les petites taches de peinture dorée qui avaient éclaboussé sa joue, assez proches pour sentir la chaleur de sa peau. « Tu peux tout faire, » dis-je doucement. « Tu es incroyable, Lucas. » L'air entre nous était chargé d'électricité. Lucas leva lentement la main et toucha mon visage. Ses doigts, encore légèrement tachés de peinture. « Stéphane, » murmura-t-il, « je sais que c'est fou. Je sais qu'on se connaît depuis seulement 2 jours, que tu es mon médecin et que ma vie est un désastre. Mais, ma voix sortit rauque. Mais je ne me suis jamais senti aussi en sécurité avec quelqu'un. Et je ne pense pas que ça ait à voir avec le traumatisme ou la gratitude. Je pense que ça a à voir avec reconnaître quelque chose de réel. » Ma main monta pour couvrir la sienne sur mon visage. « Lucas, dis-moi que tu le ressens aussi, » supplia-t-il. « Dis-moi que CE n'est pas juste moi. » Je regardais ces yeux dorés qui m'avaient hypnotisé depuis le premier instant, et je sus que je ne pouvais pas mentir. Pas à lui, ni à moi-même. « Ce n'est pas juste toi, » admis-je. Je le ressens aussi, et ça me fait plus peur que n'importe quelle chirurgie que j'ai jamais faite. Lucas sourit, et c'était comme le soleil se levant après une longue nuit. « Alors, on peut avoir peur ensemble ?» Avant que je puisse répondre, il se pencha en avant, et ses lèvres touchèrent les miennes. Le baiser fut doux au début, hésitant comme une question posée. Mais quand je répondis, approfondissant le contact, il devint plus confiant. Ses mains se déplacèrent vers mes cheveux, et je pouvais goûter tout l'après-midi. Café, espoir, possibilité. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions tous les deux un peu plus vite. C'était, commença Lucas, professionnellement inapproprié, complétai-je avec un sourire ironique. J'allais dire parfait, mais d'accord. Nous rîmes ensemble, et la tension qui s'était accumulée pendant 2 jours trouva enfin un moyen de se résoudre. Pas complètement. Il y avait encore beaucoup de non-dits, beaucoup à explorer, mais assez pour nous permettre de respirer. « Stéphane, » dit Lucas, ses doigts encore entrelacés dans mes cheveux, « puis-je te demander encore une chose? De quoi as-tu besoin? Peux-tu rester ce soir? Pas nécessairement pour quoi que ce soit, juste parce que l'idée de rester seul dans cet appartement, sachant que quelqu'un comme Eric pourrait apparaître, me rend nerveux, et parce que... » Il hésita. « Parce que je ne veux pas que cette journée se termine encore. Je ne veux pas que tu retournes à ta vie normale et que je redevienne juste un ancien patient. » Cette peur faisait écho aux miennes. L'idée de retourner dans mon appartement vide, à ma routine solitaire, de faire semblant que rien n'avait changé, semblait impossible maintenant. « Je peux rester, dis-je. Mais Lucas, nous devons parler de ça. De CE que ça signifie, de comment nous allons gérer. CE qui se passe entre nous. Je sais, et je veux parler de tout. Mais ça peut être demain. Ce soir, je veux juste exister dans CE moment, avec toi. » Je regardais autour de l'appartement, les tableaux sur les murs, la lumière douce des canaux dehors, l'odeur de peinture et de possibilités dans l'air. Puis je regardais Lucas, ses yeux pleins d'espoir et son expression vulnérable mais déterminée. « Oui, » dis-je, « nous pouvons simplement exister ce soir. » Et pour la première fois en 15 ans, je me permis d'oublier complètement les règles, les protocoles, les façons sûres et appropriées de vivre. Pour la première fois depuis longtemps, je me permis de simplement ressentir. Astérisque. La connexion entre Stéphane et Lucas s'approfondit, mais il y a encore beaucoup de mystères entourant le passé de Lucas et les circonstances de son accident. Que pensez-vous qu'Eric représente dans sa vie? Et comment Stéphane gérera-t-il ce sentiment conflictuel entre sa vie professionnelle et cette nouvelle passion? Laissez vos commentaires. J'adore savoir. C'est eux que vous pensez de CE Voyage. D'amour à Amsterdam, astérisque. Je me réveillais au son de la pluie frappant les fenêtres et à l'odeur du café fraîchement préparé. Pendant un moment de confusion, je ne pouvais pas me souvenir où j'étais. La chambre était différente de la mienne, plus chaleureuse,
avec une lumière douce filtrant à travers des rideaux que je ne reconnaissais pas. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent, comme une vague chaude. Lucas. Nous avions passé la nuit à parler jusqu'à tard, assis sur le canapé près de la fenêtre. Il ne s'était rien passé au-delà de quelques baisers doux et de longs câlins, mais cela avait été l'une des nuits les plus intimes de ma vie. Simplement être présent avec une autre personne, sans hâte, sans agenda, sans les barrières que j'avais construites autour de mon cœur pendant tant d'années. Nous nous étions finalement endormis sur le canapé, entrelacés d'une manière qui aurait dû être inconfortable, mais qui semblait être l'endroit le plus naturel au monde. « Bonjour, dormeur », la voix de Lucas vint de la cuisine, empreinte de joie matinale. Je me redressai, essayant de coiffer mes cheveux avec mes doigts, et vérifiant si j'avais l'air à peu près présentable. « Quelle heure est-il » ? « Presque 9 heures. Tu as dormi comme une pierre. » Je me levai et marchai vers la cuisine, où je trouvai Lucas en train de préparer le petit déjeuner. Il portait un simple t-shirt blanc et un pantalon de pyjama, et il y avait quelque chose de si domestique dans la scène que ma poitrine se serra d'émotion. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait préparé le petit déjeuner pour moi ? « Comment as-tu dormi » demandai-je, embrassant doucement sa nuque. « Mieux que je n'ai dormi depuis des mois » répondit-il, s'appuyant contre moi. Je crois que je ne savais pas à quel point ça me manquait d'avoir quelqu'un près de moi. Nous restâmes ainsi un moment, moi derrière lui, mes bras autour de sa taille, regardant Amsterdam se réveiller à travers la fenêtre de la cuisine. Les canaux étaient gris sous la pluie matinale, mais toujours beaux, toujours pleins de vie. « Stéphane, » dit Lucas doucement, « hier soir, pendant que tu dormais, j'ai retrouvé d'autres souvenirs. Mon corps se tendit. Quel genre de souvenirs ? À propos d'Éric, à propos de... Pourquoi je suis parti de chez moi cette nuit-là ? » Il se tourna dans mes bras pour me faire face. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi une détermination qui n'était pas là auparavant. « Veux-tu en parler ? J'en ai besoin. Parce que si nous allons avancer, et j'espère que nous le ferons, tu dois connaître la vérité sur mon passé. » Il servit du café dans 2 tasses, et nous nous assîmes à la petite table de la cuisine. La pluie continuait de frapper les fenêtres, créant une sorte d'intimité isolée du monde extérieur. « Éric et moi avons été en couple pendant presque 2 ans, commença Lucas, SES main entourant la tasse comme pour chercher de la chaleur. Au début, c'était bien, ou du moins, je pensais que c'était bien. Il était charismatique, confiant, semblait savoir exactement ce qu'il voulait dans la vie. J'étais en train de traverser une période difficile en tant qu'artiste, me demandant si j'avais vraiment du talent, si je devais essayer une vraie carrière. Éric semblait avoir toutes les réponses. Je restais silencieux, le laissant raconter à son propre rythme. Mais peu à peu, il a commencé à changer qui j'étais. Il disait que mes peintures étaient égocentriques, que je devais faire un art plus commercial, que j'étais trop sensible, trop émotif, que personne ne voudrait être avec moi si je ne cessais pas d'être si intense tout le temps. La colère que je ressentis fut immédiate et féroce. Comment quelqu'un pouvait-il regarder Lucas, sa sensibilité, son art, sa capacité à voir de la beauté dans tout, et essayer de diminuer cela? Peu à peu, j'ai arrêté de peindre les choses que j'aimais. J'ai commencé à ne faire que des travaux commerciaux, des illustrations pour des sites web, des designs pour des entreprises, des choses qu'Éric approuvait, et j'ai arrêté de ressentir autant, ou du moins j'ai essayé d'arrêter. « Lucas, laisse-moi finir », dit-il doucement. Il y a 3 semaines, j'ai enfin pris conscience. Littéralement, je me suis réveillé un matin, et j'ai regardé autour de cet appartement, notre appartement, et j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus ma propre vie. Les murs étaient vides parce qu'Éric disait que trop d'art sur les murs était prétentieux. Je n'avais rien peint de personnel depuis des mois. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que j'avais ressenti une joie sincère. Il s'arrêta pour prendre une gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. Alors j'ai recommencé à peindre, en secret, quand Éric n'était pas à la maison. De petites choses au début, des études de lumière, des esquisses des canaux, et chaque coup de pinceau me donnait l'impression de me réveiller d'un long sommeil. C'est à ce moment-là qu'Éric l'a découvert. Oui, il y a 3 semaines, il est rentré à la maison plus tôt et m'a trouvé en train de peindre cette vue des canaux que tu m'as vu terminer hier. Il était furieux. Il a dit que je régressais, que j'avais promis d'arrêter cette obsession infantile pour l'art. Nous nous sommes disputés et Lucas resta silencieux un long moment. Je lui ai dit de partir. J'ai dit que c'était fini, que je ne pouvais plus prétendre être quelqu'un que je n'étais pas juste pour le rendre heureux. Il ne l'a pas bien pris. Il t'a fait du mal, pas physiquement. Mais il a dit des choses terribles sur moi, sur mon travail, sur le fait que je serais seul. Il a dit que personne ne m'aimerait tel que je suis vraiment.
qu'il était la seule personne capable de tolérer ma nature difficile. J'étendis la main sur la table et couvris la sienne. Tu sais que CE n'est pas vrai, n'est-ce pas? Maintenant je le sais, surtout après hier soir, après la façon dont tu me regardes, dont tu me vois vraiment. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais à l'époque, une partie de moi l'a cru, même après son départ, même quand j'ai recommencé à peindre. Il y avait encore une voix dans ma tête qui répétait CE qu'il avait dit. C'est pour ça que tu es parti de chez toi cette nuit-là? La nuit de l'accident? Lucas hocha la tête. Il avait appelé plusieurs fois CE jour-là, laissant des messages disant qu'il avait réfléchi et qu'il était prêt à me donner une autre chance. Le dernier message était différent, plus agressif. Il a dit qu'il viendrait ici si je ne répondais pas au téléphone. J'ai paniqué. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas d'une confrontation. Alors, j'ai pris la voiture, de location. Je n'ai pas de permis de conduire, mais j'étais désespéré de partir d'ici. Mon cœur se serra en imaginant Lucas si effrayé qu'il avait risqué de conduire sans permis juste pour s'échapper. Je ne me souviens pas exactement de CE qui s'est passé ensuite. Je me souviens de conduire, de pleurer, d'essayer de décider où aller. Et puis, rien. Jusqu'à CE que je me réveille à l'hôpital et que je te vois. Nous restâmes silencieux pendant plusieurs minutes, tenant simplement nos mains sur la table pendant que la pluie continuait de tomber. Je traitais tout CE qu'il m'avait raconté, ressentant un mélange de colère envers Eric, de tristesse pour CE que Lucas avait traversé, et une détermination farouche à le protéger de tout mal futur. Merci de me l'avoir dit, dis-je enfin. Je sais que CE n'était pas facile. J'avais besoin que tu saches, parce que tu ne mérites pas d'entrer dans quelque chose sans connaître les complications qui vont avec. Lucas, regarde-moi. Il leva les yeux. Tu n'es pas une complication. Tu n'es pas difficile à aimer. Eric avait tort sur tout, sur ton art, sur ta sensibilité, sur ta valeur en tant que personne. Et quiconque ne peut pas voir à quel point tu es extraordinaire ne mérite pas une minute de ton temps. Tes larmes coulèrent sur son visage. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que ces 3 derniers jours, tu m'as fait me sentir plus vivant que je ne l'ai été depuis 15 ans. Parce que ton art est magnifique non pas malgré ta sensibilité mais à cause d'elle. Parce que quand tu souris, c'est comme si le soleil se levait. Et parce que je m'arrêtais réalisant ce que j'étais sur le point de dire. Parce que je tombe amoureux de toi, admis-je. Et ça me fait peur et m'excite en même temps. Le sourire qui se répandit sur le visage de Lucas était éclatant. Même en sachant tout ça, même en sachant que ma vie est un désastre, surtout en sachant tout ça, parce que ça signifie que tu es assez courageux pour recommencer, et je veux recommencer avec toi. Il se leva de sa chaise et vint de mon côté de la table. Quand il m'embrassa, je pus sentir des larmes salées, les siennes, les miennes, ou les deux. Je t'aime aussi, murmura-t-il contre mes lèvres. Je sais que c'est fou, je sais que c'est trop rapide, mais je t'aime. 3 jours plus tard, notre bulle de bonheur éclata brusquement. J'étais retourné à l'hôpital pour mes gardes habituelles, mais je passais toutes les nuits dans l'appartement de Lucas. Nous n'avions pas encore dormi ensemble. Nous voulions tous les deux prendre les choses lentement, mais m'endormir à ses côtés sur le petit canapé était devenu ma partie préférée de chaque jour. Lucas avait repris la peinture avec une passion renouvelée. C'était comme si notre conversation sur Eric avait libéré quelque chose en lui, permettant à sa créativité de couler sans les contraintes qu'il s'était imposées. J'aimais le regarder travailler, voir comment ses yeux se concentraient entièrement sur la toile, comment ses mouvements devenaient fluides et instinctifs. C'était un jeudi soir quand on frappa à la porte. Nous étions en train de dîner. Lucas avait cuisiné des pâtes simples mais délicieuses, quand nous entendîmes des coups forts et insistants. Lucas se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Tu attends quelqu'un » demandai-je. Il secoua la tête, ses yeux déjà pleins d'appréhension. Les coups recommencèrent, plus forts cette fois. Puis une voix. « Lucas, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. » C'était Eric. Lucas pâlit. Comment a-t-il réussi à entrer dans l'immeuble? Il a probablement convaincu quelqu'un de le laisser entrer. Tu n'as pas à ouvrir la porte. « Lucas !» La voix devint plus forte. « Arrête d'être enfantin. Je veux juste parler. »« Va-t'en !» cria Lucas en retour, sa voix tremblante. « Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. J'ai fait des erreurs, je l'admets. Mais on peut arranger ça. Tu ne peux pas simplement disparaître et ignorer 2 ans ensemble. » Je me levai de la table. « Où est le commissariat le plus proche ?»« Non ?» Lucas saisit mon bras. « Je ne veux pas impliquer la police. Ça ne fera qu'ajouter du drame. Lucas, il n'a pas le droit d'être ici à t'intimider. » Les coups reprirent, accompagnés de nouveaux cris. J'entendais Madame Van der Meer en bas, criant à Eric d'arrêter le bruit ou elle appellerait la police. Peut-être
Peut-être que je devrais lui parler, dit Lucas. Juste pour le faire partir. Absolument pas. Ma voix sortit plus fort que prévu. Lucas, tu as dit toi-même que tu avais peur de lui. Tu ne vas pas t'exposer à ça. Mais s'il ne part pas, s'il continue à revenir, avant que je puisse répondre, nous entendîmes une nouvelle voix dans le couloir, masculine, autoritaire. Puis Eric criant quelque chose sur son droit d'être là. Des bruits de lutte, puis le silence. Quelques minutes plus tard, nous entendîmes un coup léger à la porte. « Lucas, c'est moi Vandermeer. La police a emmené le jeune homme. » Lucas courut jusqu'à la porte et l'ouvrit. Madame Vandermeer était là, l'air perturbé mais déterminé. Il essayait de forcer la serrure quand je suis arrivé avec l'officier Baker, expliqua-t-elle. Je leur ai dit que tu ne voulais pas le voir et qu'il dérangeait tous les résidents. Ils l'ont emmené pour poser quelques questions. Merci, dit Lucas, sa voix encore tremblante. Je suis vraiment désolé pour le dérangement. Ne t'excuse pas, mon cher. Ce jeune homme ne semblait pas être une bonne personne. Tu as bien fait de rompre avec lui. Elle me regarda. Et c'est bien que tu aies quelqu'un pour prendre soin de toi maintenant. Après son départ, Lucas s'effondra sur le canapé. Ça ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Il va continuer à revenir. Je m'assis à côté de lui et le pris dans mes bras. Alors, nous prendrons des mesures légales, une ordonnance restrictive, tout c'est qu'il faudra. Et s'il essaie de te faire du mal aussi? Stéphane, je ne pourrais pas supporter qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Et je soulevai son menton pour qu'il me regarde. Il ne m'arrivera rien, et il ne t'arrivera rien non plus. Je ne laisserai pas faire. Comment peux-tu promettre ça? Parce que je t'aime, dis-je simplement. Et les gens qui s'aiment se protègent. Cette nuit-là, Lucas fit des cauchemars. Il se réveilla plusieurs fois, en sueur et tremblant, murmurant des excuses qu'il ne pouvait pas expliquer clairement. Chaque fois, je le calmais, chuchotant des mots réconfortants jusqu'à ce qu'il se rendorme. Le matin, je pris une décision. « Lucas, dis-je pendant que nous préparions le café, viens vivre avec moi. » Il s'arrêta net. « Quoi? Mon appartement. Il est plus grand, dans un quartier plus sûr, il y a un portier. Eric ne connaît pas l'adresse, il ne peut pas simplement se présenter. Stéphane, c'est un grand pas. Tu es sûr? » Je réfléchis à la question. C'était un grand pas plus grand que tous ces que j'avais fait dans une relation précédente. Mais en regardant Lucas, la peur résiduelle dans ses yeux, la manière dont il avait transformé ma vie en seulement une semaine, je savais que j'étais sûr. Je suis sûr. Pas seulement pour la sécurité, mais parce que je veux me réveiller avec toi tous les matins. Je veux que tu aies un endroit où tu te sentes complètement en sécurité pour créer. Je veux construire quelque chose de réel avec toi. Des larmes se formèrent dans ses yeux. Tu veux vraiment ça? Plus que tous ces que j'ai jamais voulu. Nous déménageâmes Lucas dans mon appartement le week-end suivant. Mon endroit était en effet plus grand. Un appartement de 2 chambres à Hood West, avec de grandes fenêtres et beaucoup d'espace. Mais c'est qui me surprit, fut la rapidité avec laquelle il devint notre maison, pas seulement la mienne. Lucas transforma la 2e chambre en un atelier temporaire, couvrant les murs de SES peinture. Voir mon espace stérile et minimaliste prendre vie avec des couleurs et de la créativité était comme regarder une fleur s'épanouir au ralenti. « Tu es sûr que tous ces désordres ne te dérangent pas ?» demanda-t-il la première nuit, désignant les tubes de peinture, les pinceaux et les toiles éparpillées dans le nouvel atelier. « C'est la plus belle chose qui soit arrivée dans cet appartement, » répondis-je sincèrement. Nos routines s'imbriquèrent étonnamment bien. Je partais tôt pour l'hôpital. Lucas peignait pendant la journée. Les soirs où je n'étais pas de garde, nous cuisinions ensemble, nous nous promenions le long des canaux, ou nous restions simplement sur le canapé à parler de tout et de rien. L'une de nos traditions préférées était le petit déjeuner au Vondelpark le dimanche. Lucas apportait un petit carnet de croquis et dessinait des gens, des oiseaux, tous ces qui attiraient son attention, pendant que je lisais des revues médicales. C'était paisible, domestique, parfait. C'est lors d'un de CES dimanche, 3 semaines après que Lucas eut emménagé, que nous eûmes la conversation qui changea tout. « Stéphane, dit-il, fermant son carnet de croquis et me regardant sérieusement. J'ai quelque chose à te dire. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qui ne va pas? La galerie d'art Stedelijk veut organiser une exposition de mon travail. Il me fallut un moment pour assimiler SES paroles. Lucas, c'est incroyable. Comment est-ce arrivé? Tu te souviens de cette femme qu'on a rencontrée au café la semaine dernière? Marina? Elle travaille à la galerie. Elle a vu certains de mes croquis et a demandé à voir plus de mon travail. Hier, elle est venue à l'appartement pendant que tu étais à l'hôpital. Et elle a dit que mon travail a une qualité émotionnelle unique et qu'elle pense qu'il susciterait beaucoup d'intérêt du public.
Elle veut organiser une exposition solo pour moi dans 2 mois. Je sautai du banc où nous étions assis et le pris dans mes bras. Lucas, c'est fantastique. Je suis tellement fier de toi. Mais quand nous nous séparâmes, je remarquai qu'il ne semblait pas aussi excité que je m'y attendais. Quel est le problème? Ce n'est pas CE que tu as toujours voulu? Si, dit-il lentement. Mais c'est aussi terrifiant. Et si personne ne vient? Et si les gens détestent mon travail? Et si Eric l'apprend et essaie de tout gâcher? Lucas, je pris son visage dans mes mains. D'abord, les gens viendront parce que ton travail est magnifique. Ensuite, même si certaines personnes n'aiment pas, et il y en a toujours, ça ne diminue pas la valeur de ton art. Et troisièmement, Eric n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu ne laisseras pas la peur de lui t'empêcher de poursuivre tes rêves. Et si ça change les choses entre nous? Et si je suis trop occupé ou si le succès me monte à la tête ou... Arrête, interrompis-je doucement. Tu inventes des problèmes qui n'existent pas. Rien de tout ça n'arrivera parce que tu n'es pas ce genre de personne. Et même si ta vie devient plus occupée, même si les choses changent, ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je t'aime exactement comme tu es, y compris ton ambition, ton talent et tes rêves. Ton succès ne va pas m'effrayer ou m'éloigner. Ça me rendra encore plus amoureux de toi. Ce soir-là, Lucas me laissa enfin l'aimer complètement. Cela avait été une progression naturelle au fil des semaines. Des baisers plus longs, des caresses plus intimes, des nuits où dormir séparément devenait de plus en plus difficile. Mais ce soir-là, après la conversation sur l'exposition, quelque chose changea. Nous étions sur le canapé regardant un film quand Lucas se tourna vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, vulnérable, mais déterminé. « Stéphane, dit-il doucement, je veux être avec toi, complètement. » Mon cœur s'accéléra. « Tu es sûr? » Je le suis. Et pas seulement parce que je suis heureux pour l'exposition, mais parce que j'ai confiance en toi. Complètement. Et parce que je t'aime tellement que parfois ça fait mal. Je le pris par la main et le conduisis dans ma chambre. Notre chambre, je me rends compte maintenant. Nous fîmes l'amour lentement, avec soin, chuchotant des mots d'amour et des promesses tacites dans l'obscurité. C'était tendre, intense et absolument parfait. Ensuite, allongé et entrelacé, Lucas traça des cercles paresseux sur ma poitrine. « Stéphane, murmura-t-il. Main, merci de m'avoir sauvé. Je le serrai plus fort. Tu m'as sauvé aussi, tu sais. Comment? Tu m'as rappelé ce que c'est d'être vivant, ce que c'est de ressentir, ce que c'est d'aimer quelqu'un plus que sa propre vie. » Il se pencha et m'embrassa doucement. « Alors, nous nous sommes sauvés mutuellement. » « Oui, acquiesçai-je. Nous nous sommes sauvés mutuellement. » 1 an plus tard, le soleil du matin entrait par les grandes fenêtres de l'appartement qui était désormais incontestablement le nôtre. Lucas était dans la cuisine, préparant des crêpes. Il avait récemment découvert un talent pour la cuisine qui rivalisait avec son talent artistique. J'étais assis à la table, lisant des emails sur mon ordinateur portable, mais surtout en l'observant bouger avec grâce dans la cuisine. « Les critiques de l'exposition sont sorties aujourd'hui ?» demanda-t-il retournant une crêpe parfaitement dorée. « Oui. Veux-tu que je les lise? » « Pas encore. Laisse-moi finir le petit déjeuner d'abord. J'ai besoin de glucides pour les critiques d'art. » Je ris. Lucas était devenu beaucoup plus confiant au cours de la dernière année, mais il était toujours nerveux à propos des évaluations de son travail. Sa première exposition avait été un succès retentissant. Toutes les pièces vendues la première semaine, 3 offres de galeries différentes et des critiques extraordinaires dans les principaux journaux d'art d'Amsterdam. Mais il s'inquiétait. Encore pour chaque nouvelle exposition. Dr Van der Berg, sa voix prit le ton joueur qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Oui, monsieur Hartmann? Puis-je poser une question médicale? » Toujours. « Est-il normal que le cœur s'accélère chaque fois que quelqu'un voit la personne qu'il aime? » Je fermai l'ordinateur portable et me levai marchant vers lui. « Ça dépend. Depuis combien de temps ressens-tu ces symptômes? » « Oh, environ 1 an. Ça a commencé quand j'ai rencontré ce médecin incroyablement attirant à l'hôpital. Fis-je, semblant de considérer sérieusement. On dirait une condition chronique. Ça pourrait nécessiter un traitement à long terme. Quel genre de traitement? Au lieu de répondre, je l'embrassai, goûtant la crêpe sucrée et le café sur ses lèvres. Même après 1 an, il me faisait encore sentir comme un adolescent amoureux. Ce genre de traitement, murmurai-je contre sa bouche. Docteur, dit-il avec un sourire, je pense que je vais avoir besoin de ce traitement pour le reste de ma vie. Quelle chance pour toi, répondis-je. Parce que j'ai une licence pour pratiquer pendant très très longtemps. Plus tard ce matin-là,
Nous nous promenions dans le Jordan, notre rituel préféré du dimanche. Lucas s'arrêtait occasionnellement pour dessiner quelque chose d'intéressant. J'observais les gens passer. Amsterdam était devenue une ville complètement nouvelle pour moi à travers ses yeux. Là où je ne voyais auparavant que des trajets fonctionnels entre les points A et B, je voyais maintenant de la beauté, de l'histoire, de la vie. « Stéphane », dit Lucas soudainement, s'arrêtant devant le pont Magéré-Brugge. « Tu te souviens de CE que tu m'as dit à l'hôpital cette première nuit, à propos de parfois connaître l'essentiel d'une personne très rapidement? Je m'en souviens. Tu avais raison, je savais, même avec toute la confusion dans ma tête, que tu étais spécial, que tu étais sûr, je le savais aussi, que tu allais changer ma vie complètement. Pour le mieux, j'espère. » Je m'arrêtais et me tournais pour lui faire face complètement. Le soleil du matin créait des reflets dorés dans ses cheveux, et ses yeux brillaient de cette lumière que j'avais appris à associer à un bonheur pur. « Lucas, dis-je, avant de te rencontrer, je ne faisais qu'exister. Je passais par les mouvements de la vie, mais je ne vivais pas vraiment. Tu m'as appris à aimer, à ressentir, à voir la beauté dans les choses quotidiennes. Tu as fait de moi un homme meilleur, un meilleur médecin, une meilleure personne. Tu as fait la même chose pour moi, dit-il doucement. Tu m'as appris que je peux être aimé tel que je suis, que ma sensibilité est une force, pas une faiblesse, que je peux confier mon cœur à quelqu'un et être en sécurité. » Nous restâmes là sur le pont, au milieu d'Amsterdam qui s'éveillait autour de nous, et je sus que c'était l'un de ces moments qui resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Pas pour les grands gestes ou les déclarations dramatiques, mais pour la simplicité parfaite d'être complètement heureux avec un autre être humain. « Stéphane ?» dit Lucas. « Oui, je t'aime. Aujourd'hui, demain et tous les jours après ça. Je t'aime aussi, répondis-je, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » En marchant vers la maison, notre maison, Lucas entrelaça ses doigts avec les miens, et ses doigts avaient encore des taches de peinture séchées sous les ongles, toujours les mains d'un artiste. Mais maintenant, c'était aussi les mains de quelqu'un qui savait qu'il était aimé, quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. Et moi, j'étais un homme qui avait découvert qu'il n'est jamais trop tard pour une seconde chance en amour, que les meilleures relations ne se trouvent pas quand on les cherche, mais quand on est prêt à les accueillir, que parfois, l'amour arrive de la manière la plus inattendue, dans un hôpital à 3 heures du matin, dans les yeux d'un étranger blessé qui devient la personne la plus importante de votre vie. Cet après-midi-là, alors que Lucas peignait dans son atelier et que je lisais sur le canapé, je remarquai quelque chose de différent dans l'une de ses toiles les plus récentes. C'était une peinture de nous. Je reconnus immédiatement le moment qu'il avait capturé. C'était le matin après la première nuit que nous avions passée ensemble, quand je me suis réveillé avec lui, me regardant avec CE. Sourire doux et plein de promesses. Dans la peinture, la lumière dorée entrait par la fenêtre, illuminant nos visages d'une manière presque éthérée. Mais CE qui attira mon attention n'était pas la technique magistrale ou les belles couleurs. C'était l'expression sur nos visages peints. C'était les expressions de 2 personnes qui avaient trouvé un foyer l'une dans l'autre. « Lucas », appelai-je. « répondit-il sans lever les yeux de la toile actuelle. « Merci. Pourquoi ? Pour me laisser t'aimer. » Lucas posa son pinceau et se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une émotion profonde. Il traversa la pièce en quelques pas et s'assit à côté de moi sur le canapé, sa main trouvant naturellement la mienne. « Stéphane, dit-il doucement, c'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as donné un endroit sûr pour être moi-même. Tu m'as donné tout. » Nous restâmes assis là, dans la lumière douce de l'après-midi, nos doigts entrelacés, le monde extérieur réduit à un murmure. À cet instant, il n'y avait que nous, 2 âmes qui s'étaient trouvées par hasard, ou peut-être par destin, et qui avaient choisi de construire quelque chose de beau ensemble. ******. Quelques mois plus tard, *****. L'exposition de Lucas au Stedelijk fut un triomphe encore plus grand que la première. Les galeries étaient remplies de visiteurs, des collectionneurs d'art aux simples curieux, tous captivés par la capacité de Lucas à capturer l'âme d'Amsterdam dans ses toiles. Ces peintures, pleines de lumière et d'émotion, semblaient parler directement au cœur de ceux qui les regardaient. Je me tenais dans un coin de la galerie, observant Lucas interagir avec les invités. Il était rayonnant, vêtu d'une chemise bleu marine, qui faisait écho à la couleur des canaux sous la lumière du soir. Il parlait avec aisance, répondant aux questions sur son processus créatif, SES Inspiration, et la manière dont il voyait la ville. Mais CE qui me frappait le plus, c'était la confiance nouvelle qui émanait de lui. Il n'était plus le jeune homme incertain qui s'était réveillé à l'hôpital 1 an plus tôt. Il était Lucas Hartmann,
un artiste en pleine possession de son talent, et l'homme que j'aimais plus que tout. Dr. Van der Berg, une voix familière me tira de mes pensées. C'était Marina, la curatrice de la galerie, celle qui avait découvert les croquis de Lucas. Elle me tendit une flûte de champagne avec un sourire complice. « Vous devez être incroyablement fier de lui. Plus que les mots ne peuvent le dire, » répondis-je, prenant le verre. « Mais je suis aussi un peu biaisé. » Elle rit. « Vous avez le droit de l'être. Vous savez, Lucas m'a dit que sans vous, il n'aurait peut-être jamais eu le courage de montrer son travail au monde. Vous êtes une partie essentielle de cette histoire. » Ces mots me touchèrent profondément. J'avais toujours vu mon rôle comme celui de quelqu'un qui soutenait Lucas, qui l'aidait à se relever après les épreuves de son passé. Mais entendre que j'avais eu un impact aussi significatif sur son art, sur sa vie, me rappela à quel point notre lien était profond. Merci Marina, mais je pense que c'est lui qui m'a sauvé, pas l'inverse. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement, puis s'éloigna pour accueillir d'autres invités. Je reportai mon attention sur Lucas, qui venait de terminer une conversation avec un couple de collectionneurs. Il me chercha du regard à travers la foule, et quand nos yeux se rencontrèrent, son sourire s'élargit. Il s'excusa poliment et se dirigea vers moi. « Tu t'ennuies déjà » plaisanta-t-il en glissant un bras autour de ma taille. « Pas une seconde » répondis-je, l'embrassant doucement sur la tempe. « Je pourrais te regarder briller toute la nuit. Arrête, tu vas me faire rougir devant tout le monde. » Mais il souriait, et je pouvais voir qu'il était heureux. Vraiment, profondément heureux. Nous passâmes le reste de la soirée côte à côte, discutant avec les invités, riant et partageant des regards complices. À un moment donné, Lucas me prit la main et me conduisit devant une de SES Nouvelles Peintures, une pièce qu'il avait gardée secrète jusqu'à ce soir. C'était une toile massive, représentant un couple debout sur le pont Maguer-et-Brugge au crépuscule. La lumière dorée du soleil couchant se reflétait sur l'eau, enveloppant les deux silhouettes dans une lueur presque magique. Les visages n'étaient pas clairement définis, mais je savais instantanément qui ils représentaient. C'était nous, capturés dans ce moment parfait où nous avions réalisé que notre amour était réel, durable, inéluctable. Lucas, ma voix se brisa légèrement. C'est magnifique. C'est nous, dit-il simplement. C'est le moment où j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie avec toi. Je me tournai vers lui, mon cœur battant fort. Tu es sérieux? Il hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. Stéphane, je sais que nous avons traversé beaucoup de choses en peu de temps, mais chaque jour avec toi me rend plus sûr que c'est CE que je veux, une vie avec toi, dans cette ville, à construire quelque chose de beau ensemble. Je pris son visage dans mes mains, oubliant complètement que nous étions entourés de dizaines de personnes. Lucas, je veux la même chose. Je veux tout avec toi, les matins tranquilles, les soirées à peindre, les promenades dans le parc, tout. Il sourit, et avant que je puisse dire autre chose, il se pencha et m'embrassa. Un baiser doux mais chargé de promesses. Les gens autour de nous durent en le remarquer, mais à cet instant, il n'y avait que nous deux, debout dans la lumière de sa peinture, dans la lumière de notre amour. HHH. Épilogue. 2 ans plus tard, astérisque astérisque. Le soleil se levait sur Amsterdam, peignant les canaux d'une lumière dorée et douce. Lucas et moi étions assis sur notre balcon, une couverture partagée sur nos épaules, des tasses de café fumantes entre nos mains. C'était un rituel matinal que nous avions perfectionné au fil des années. Commencer la journée ensemble, en silence ou en conversation, mais toujours connectés. L'appartement était maintenant un mélange parfait de nos deux mondes. Mes livres médicaux partageaient les étagères avec les carnets de croquis de Lucas. Des toiles ornaient les murs, certaines de SES expositions, d'autres juste pour nous. Et sur la table du salon, il y avait une pile de lettres d'invitation pour la prochaine exposition de Lucas, cette fois à Paris. « Tu es nerveux pour Paris ?» demandai-je, brisant le silence confortable. « Un peu, » admit-il, mais surtout excité. « Et toi, tu es prêt à jouer le rôle du conjoint d'artiste glamour à l'international ?» Je ris. « Je suis prêt à être ton plus grand fan, où que tu sois. » Il se pencha et m'embrassa doucement. « Tu es plus que ça, Stéphane. Tu es ma maison. » Ces mots, si simples et pourtant si profonds, résumaient tous ces eux que nous avions construits ensemble. À travers les défis, l'ombre persistante d'Éric, qui avait finalement cessé de nous contacter après une ordonnance restrictive, les longues heures de mon travail à l'hôpital, les doutes occasionnels de Lucas sur son art, nous avions trouvé un équilibre. Nous avions construit une vie où l'amour était le fondement, où chaque défi était surmonté ensemble. « Lucas, dis-je, posant ma tasse de café, j'ai quelque chose pour toi. » Il haussa un sourcil curieux. « Oh,
Je me levai et rentrai dans l'appartement, revenant avec une petite boîte en velours que j'avais cachée dans mon bureau depuis des semaines. Quand je la lui tendis, ses yeux s'écarquillèrent. Stéphane. Je m'agenouillai devant lui, ouvrant la boîte pour révéler 2 anneaux simples en argent gravés de petits motifs de canaux. Un hommage à la ville qui nous avait réunis. Lucas Hartmann, commençai-je, ma voix tremblante d'émotion. Tu m'as appris CE, que signifie aimer, vivre et être vraiment présent. Je veux passer chaque jour du reste de ma vie à tes côtés, à construire des souvenirs, à partager des rires, et à surmonter tous CE que la vie nous réserve. Veux-tu m'épouser? Des larmes coulèrent sur ses joues, mais son sourire était éclatant. Oui, murmura-t-il. Oui, 1000 fois oui. Nous nous embrassâmes sous la lumière matinale d'Amsterdam, les anneaux glissant sur nos doigts comme une promesse scellée. Les canaux scintillaient en contrebas. La ville continuait son rythme éternel, et nous savions que, quoi qu'il arrive, nous affronterions l'avenir ensemble. Astérisque. Merci d'avoir suivi l'histoire de Stéphane et Lucas. Leur voyage d'amour, de guérison et de découverte de soi à Amsterdam est terminé, mais j'espère que leur histoire restera avec vous. Si vous avez aimé ce récit, laissez un commentaire pour partager vos moments préférés ou ceux que cette histoire a signifié pour vous. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous revisiterons Amsterdam pour une autre histoire d'amour.